Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 29 novembre 2020, nous avons le plaisir de recevoir Mahmoud Saleh, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République du Sénégal. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Bonjour, Mamadou Ibra. Précédemment directeur de cabinet politique, vous avez permuté à ce poste avec votre collègue Augustin Tine. On pourrait dire de vous, trotskiste un jour, trotskiste toujours. Ça dépend de quel point de vue on se situe. C'est subjectif. La caractérisation de certaines personnes en les identifiant à des courants politiques dont ils se sont réclamés un temps. Ouais. Chacun apprécie comme il a envie d'apprécier. Et il est responsable de son appréciation. Stratège pour les uns, au cœur de la République pour les autres. On vous présente en tout cas comme l'homme qui chuchote à l'oreille du président de la République. Est-ce vrai? Vous aurez l'opportunité de lui poser cette question-là, j'espère, un jour ou l'autre. Il saura vous répondre mieux que moi. Ce que je cherche à faire, c'est à être loyal au président et de mériter la confiance qu'il a toujours placée en moi depuis qu'il a accédé aux hautes fonctions de président de la République du Sénégal. Ma devise, c'est d'éviter de commenter les situations, mais je préfère agir en vue de leur transformation. C'est probablement ça qui explique un peu la façon dont je gère les événements qui se présentent à nous. J'estime que les commenter est insuffisant, vaut mieux travailler à agir de façon à les transformer positivement au profit de nos populations. Alors, Mahmoud Saleh, votre montée en grade en qualité de ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, peut-elle être considérée comme une récompense pour le rôle de facilitateur que vous auriez joué dans ces retrouvailles avec l'ancien Premier ministre Idrissa Seck? Le seul qui mérite d'être félicité dans cette étape plus exactement du processus de recomposition politique en cours, c'est le président de la République lui-même, qui aura lui-même conduit en ouvrant une dynamique de dialogue depuis qu'il a accédé à la tête du pays et qui a pris des contours, des formes différenciées selon les moments et les étapes d'un même processus et qui aujourd'hui a abouti au retour d'Idrissa Seck dans le giron de la majorité politique présidentielle à laquelle il a contribué à son installation en 2012, bien évidemment. Oui, entre les et à deux laquelle tours. il a fait partie. Maintenant, les secousses de la vie politique l'en ont écarté un moment. Il revient dans sa mouvance originelle. On ne peut que s'en féliciter et le féliciter d'avoir eu le courage de franchir ce pas, qui n'est pas un moindre pas au vu de la situation perturbée entre griffes qu'on connaît dans le pays. Mais je reviens à ce que je disais au début, la seule personne qui mérite d'être félicitée, c'est bien le président Macky Sall lui-même. Vous n'avez joué aucun rôle? Je suis son lieutenant et je joue le rôle qu'il me fait jouer. Vous avez rencontré Idrissa Seck pendant cette phase-là de discussion? J'ai souvent eu l'occasion de rencontrer certains hommes politiques, dont Idrissa Seck, bien évidemment, avec lesquels j'en tiens de très bons rapports maintenant, comparé au rapport tendu qu'on a eu à tenir à un moment donné dans l'histoire commune. Coup d'État rampant, coup d'État debout, c'est oublié ça? Ça, c'est des contextes qui sont derrière nous et souhaitons qu'ils ne se reproduisent plus jamais. On ne parle plus de coup d'État rampant ni debout. Occupons-nous de l'avenir, préoccupons-nous plus de ce que nous sommes en train de faire et de ce qu'on est amené à faire demain. Votre confiance, c'est plus important. Votre confiance en Idrissa Seck aujourd'hui est totale? Ma confiance en le président Macky Sall est totale et je fais confiance à celui à qui le président Macky Sall fait confiance. Y compris Idrissa Seck? Y compris Idrissa Seck. Alors, ces retrouvailles, qu'est-ce qui les a motivés? Monsieur Idrissa Seck a parlé, il a dit que c'est des discussions entamées depuis 15 mois. Il a parlé du contexte Covid-19, situation sous-régionale, immigration clandestine, et il a pensé qu'il était nécessaire pour lui de s'impliquer directement et personnellement pour redresser la situation du pays. Du
point de vue du camp présidentiel, qu'est-ce qui a motivé ces retrouvailles? Pour contribuer à redresser la situation du pays. C'est plus exact de le formuler ainsi. Ce qui a motivé, c'est ce que Seck a dit. Et c'est ce que le chargé de communication à la présidence de la République a indiqué lors de la lecture de la liste du gouvernement, du nouveau gouvernement du 1er novembre 2020. En plus de Benno Bokk Yakaar, il y a la majorité présidentielle élargie qui a abordé les élections présidentielles de 2019. Donc c'est cette dynamique-là qui s'est poursuivie et qui a été un peu sanctionnée par l'ouverture formelle et publique d'un dialogue politique et du dialogue national. Oui. Le dialogue politique étant une composante d'ailleurs du dialogue national, qui sur 25 points en discussion, il y a eu un accord sur 23 points qui n'est pas rien, qui est significatif. Et pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, un dialogue politique produit autant d'actes de convergence. Oui. Et le dialogue national se poursuit, et c'est ce qui a été sanctionné par des accords politiques et qui ont été à l'origine de la formalisation sous forme de gouvernement de ces accords politiques. S'y ajoute le contexte particulier qui appelle l'association de toutes les filles du Sénégal. Redressement. Le contexte. Vous souscrivez au terme redressement. Le contexte post-Covid, oui, qui appelle une vigilance accrue, oui, parce qu'il y a une incertitude qui est devant nous. Les limites des conséquences de ce contexte-là, il n'y a que Dieu seul sait jusqu'où ça va nous amener. L'environnement sous-régional hostile, qui fait que la question de la sécurité n'est plus perçue comme un élément de politique extérieure, mais comme un élément de politique intérieure. Et exactement la situation née de l'immigration accentuée qu'on observe depuis quelque temps, qui résulte en partie de la combinaison des facteurs endogènes comme des facteurs exogènes. Oui. Donc tout ça appelle un regroupement des forces vives de la nation sénégalaise. Un redressement? Redressement, non. Il n'y a pas de dynamique de redressement. Il y a une dynamique de poursuite actualisée. Mais Idrissa Seck a utilisé le terme redresser. Oui, mais ça, le il verbe faudra, redresser. dans ce cas-là, interpeller le président Idrissa Seck, qui saura mieux que moi expliquer ce qu'il entend par redressement. Bien évidemment. Des discussions qui ont été entamées depuis 15 mois. Cela coïncide avec la période pré- ou en tout cas post-électorale. Vous le confirmez? Oui, parce que souvenez-vous que c'est au lendemain de la prestation de serment du président Macky Sall qu'il a lancé l'appel au dialogue. Il y a la forme visible du dialogue, il y a la forme souterraine du dialogue. Le dialogue, c'est des aspects différenciés devant aboutir à un même but. Il y avait un dialogue souterrain. Mais il est évident que le dialogue public est accompagné de concertations, si vous voulez, souterraines. Oui, mais sauf qu'ici, ça veut dire qu'on ne parlait pas de Covid à l'époque. La Covid, c'est depuis mars. Oui. C'est quand même, ça commence à être Mars dur. 2020. Ça commence à être Il y a dur. 15 mois, on était en 2019. Oui, mais le dialogue a précédé la Covid. Oui. L'initiative de lancer le dialogue et de le formaliser en installant un comité présidentiel de dialogue a précédé la Covid. Donc cette dynamique-là à laquelle Idrissa Seck et d'autres ont participé depuis le début, mais a été sanctionnée par ce qui est en train de se faire actuellement. Le président Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental, a également dit, utilisant une image, que le train a pris la direction de 2035, voire au-delà. Est-ce qu'on peut penser que ce sont là les termes de l'accord politique entre le président Macky Sall et justement l'ancien Premier ministre Idrissa Seck? Pour ce que j'en sais, l'accord porte sur comment ensemble prendre en charge les priorités du pays, préserver ses populations et son intégrité territoriale. Maintenant, la cuisine interne est riche. On peut aller du yassa au kaldou. Donc tout est dedans. Donc, mais fondamentalement, si l'action commune nourrit d'envisager une perspective qui va au-delà de 2035, pourquoi pas, ce serait tout bénéfice pour le pays. Ça signifie quoi politiquement? Ça signifie que l'accord politique se nourrit d'initiatives communes. Il y a un compagnonnage en cours. S'il y a entente durant ce compagnonnage-là, il y a osmose politique durant ce compagnonnage-là,
Mais rien n'exclut qu'on puisse envisager l'avenir autrement qu'on l'envisageait antérieurement. De garder le pouvoir jusqu'en 2035 au moins. Seul le peuple sénégalais a la réponse à cette question, pas moi. Le prochain rendez-vous, c'est 2024. Le prochain rendez-vous, c'est 2021 pour les locales. Oui, on va en parler des locales, mais je parle de l'élection présidentielle en Pour 2024. le moment, je me préoccupe des échéances telles qu'elles se présentent devant nous. Très bien, on y va. Et il y en a deux avant les élections présidentielles, je préfère me préoccuper. Très bien. Et de les enjamber positivement avant d'aborder la perspective Très bien. 2020. Parlons des élections locales. Elles vont se tenir en 2021. Inch'Allah Rabbi, ce qui est envisagé. À quelle date? Probablement en fin d'année, le temps de donner le temps de faire l'audit et la revue du fichier. Fin 2021, ces élections locales déjà reportées vont se tenir. Probablement, oui. Il n'est pas question de les coupler avec les législatives qui sont prévues en 2022. Pour le moment, ce n'est pas envisagé. Et ce n'est pas envisageable. Laissons le temps au temps. Oui, quelle est la position quand même du pouvoir? Parce que vous exercez le pouvoir. Oui. Des élections locales devaient déjà se tenir. Le respect du calendrier républicain été repoussé. Jusqu'à événement qui puisse modifier cette option. Pour le moment, la question ne se pose pas à notre niveau. La question de l'organisation des élections législatives en 2022 est une question réglée par le calendrier républicain. Pour le moment, on se préoccupe des élections locales qui ont été prévues au plus tard en mars 2021, qui objectivement ne pourront plus se tenir compte tenu du fait que le dialogue a convenu une revue du fichier et un revue du processus et un audit du fichier. Donc il faut se donner le temps de pouvoir le réaliser. Ce qui fait qu'objectivement, les élections locales ne pourront pas se tenir à date échue. Okay. Donc on l'envisage en fin d'année 2021 chez Hollande. Et on fera tout de façon à ce que cet objectif-là puisse être atteint. Maintenant, les élections législatives, le calendrier républicain les prévoit pour 2022. On verra si d'ici là, si toutes les conditions objectives sont réunies pour que ça s'organise en 2022, pourquoi pas. Maintenant, les aléas de la vie étant ce qu'elles sont, on attend de voir si les circonstances dictent le maintien ou le contraire. C'est ouvert. Aucune hypothèse n'est exclue. Pour le moment, on retient que les élections législatives sont prévues en 2022. Point. Et elles ne pourraient pas être couplées, elles aussi, avec la présidentielle de 2024 couplées, pour le moment, ce n'est pas envisagé leur couplage. Le couplage est exclu. Pour le moment. Mais récapitulons. Mahmoud Saleh, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, si on récapitule les locales en 2021, les législatives en 2022, et puis la présidentielle en 2024, est-ce que le pays aura le temps de travailler? Le pays se donnera les moyens de tester ces échéances électorales que le calendrier républicain a dictées. Maintenant, chaque chose son temps. Quand viendra la question d'appréciation de l'organisation des élections législatives, sont-elles opportunes ou pas? Mais la question sera tranchée par les acteurs du jeu politique à ce moment-là. Espérons que, pour le moment, retenons simplement qu'il n'y a pas de changement d'année pour l'organisation des élections législatives, sauf preuve du contraire. Donc, ne se rappelons pas plus parce que, ce n'est pas d'une utilité réelle, c'est marginal comme question. Retenons que pour le moment, la date reste inchangée. Puisque nous avons procédé par étapes, les locales, les législatives, venons-en, si vous le voulez bien, à la présidentielle de 2024. Je disais tout à l'heure, reprenant l'image d'Idrissa Seck, que leur compagnonnage ira jusqu'en 2035, voire au-delà. Mais il y a l'étape de 2024. Est-ce que le président Macky Sall va solliciter un troisième mandat en 2024? Voilà un débat qui n'est pas, de mon point de vue, d'intérêt particulier au vu de la situation. Parce que les circonstances politiques actuelles, les circonstances sociopolitiques, devrais-je dire, actuelles, imposent de concentrer l'attention du pays sur ce qu'il faut pour sortir de la situation dans laquelle il se trouve, avec les conséquences prévisibles et non prévisibles de la Covid-19. Concentrer l'attention du pays sur l'enjeu sécuritaire qui se pose en termes actuels, compte tenu de l'environnement sous-régional dans lequel le pays se trouve.
La menace terroriste est là. Peut-être même, il y a des structures dormantes à l'intérieur du pays, seul Dieu sait. Donc, il y a autant de priorités qui doivent concentrer l'attention des populations et je pense que ce serait malvenu de déconcentrer l'attention des populations sur ces enjeux fondamentaux qui déterminent notre avenir immédiat au profit d'une perspective 2024 dont on a le temps de nous occuper. Laissons la perspective dormir en attendant que les circonstances l'actualisent et on l'abordera comme vous l'aurez envie. Oui, mais il se trouve qu'il y a des Sénégalais qui sont quand même un nombre important qui pensent que tout cela relève d'un arrangement politique, d'un deal politique. Quel Sénégalais pense ça? Quel Sénégalais? Vous n'avez pas entendu des Sénégalais J'entends de souvent parler de de l'activisme deal politique, oui. se préoccuper des choses dont ne se préoccupent pas les populations. Moi, j'ai pour habitude de me préoccuper des préoccupations qui sont celles des populations, pas de l'activisme politique, pas des gens qui agissent de façon marginale sur les cours politiques, qui n'impactent pas sur les cours politiques, sur les situations. Donc, je ne me préoccupe pas d'eux. Donc, moi, je réponds aux préoccupations du pays. Et les préoccupations du pays, c'est comment sortir de cette situation-là sain et sauf. Que Macky Sall, dans sa tête, envisage 2024 d'une manière ou d'une autre, pour le moment, la question n'est pas posée, y compris au niveau du président en personne. Il se préoccupe du sort du pays actuellement, comment réussir ses politiques, comment remettre le pays en marche, comment rattraper le retard dû par la Covid pour remettre le pays à son niveau de croissance avant Covid. C'est ça les priorités du président Macky Sall. Le 2024 n'est pas encore dans nos priorités, ni de sa majorité, ni de lui-même. Et si son allié Idrissa Seck, on ne peut pas ne pas en parler, décider de se présenter en 2024. Mais il aurait absolument le droit de se le faire s'il en a envie. Aucun accord n'est noué pour lui interdire cette perspective, cette possibilité future. Aucune. Aucun accord n'est noué pour lui passer le relais. Aucun accord, à ma connaissance, n'est noué pour ça aussi. Pour le moment, travaillons à nourrir cet accord. On vient de le commencer. Prions Dieu pour qu'il réussisse. Ce serait au profit du pays, ce sera pas au profit des acteurs qui sont concernés par les accords. Les acteurs qui sont concernés l'ont fait au nom du pays, au nom des populations du pays, pas pour eux-mêmes. Donc, positivons, ne soyons pas négatifs. Njort bu ñaaw, comme on dit, c'est pas le fait de jullit. Nous avons njort bu rafet xam ni affaire bi pour réew mi taxaw jëm kanam dans la bonne direction que c'est fait. Maintenant, ce qui peut en résulter, on laisse l'histoire juger. Le départ de certains responsables a été largement commenté, départ du gouvernement, je veux dire Mohamed Boun Abdallah Dionne, Amadou Ba, Ali Ngouille Ndiaye, Oumar Youm, sans oublier Mohamedou Makhtar Cissé et Madame Aminata Touré de la présidence du Conseil économique, social et environnemental au profit d'Idrissa Seck. Ces départs seraient-ils liés à un délit d'ambition présidentielle? Je ne les connais pas, je ne leur connais pas une ambition présidentielle ouverte et publiquement assumée. S'ils en nourrissent, je ne saurais le confirmer vraiment parce que rien dans ce qu'ils ont eu à faire, ont eu à dire, ne peut me permettre, moi, de les caractériser comme portant des ambitions par rapport au fauteuil présidentiel. C'est que ce n'est pas la première fois que des responsables, le grand entre les responsables du parti quittent le gouvernement. Je ne suis jamais entré dans le gouvernement depuis 2012. Si de par l'histoire et par légitimité, qu'on se réclame pour se positionner grand responsable, on devrait me reconnaître moi aussi le statut de grand responsable. Et des centaines de Mahmoud Saleh existent dans le parti, qui ont été à la base de la construction du parti, à la base de l'installation du parti, à la base de la conquête du pouvoir en 2012. Ils n'ont jamais été responsabilisés à ce niveau. Et ils sont là. Ils sont des milliers. Encore que ceux dont on dit que c'est des grands responsables, c'est vrai que c'est des responsables. Apprécions en fonction de leur rapport individuel, chacun avec l'histoire du parti. Le rapport d'historicité n'existe pas. La légitimité politique du point de vue du parti n'existe pas. La légitimité historique du point de vue du parti n'existe pas. Aucun d'entre eux n'a participé à générer les fondamentaux de l'Alliance pour la République. Aucun. Même Mohamed Boun Abdallah Dionne, par exemple, pour donner son exemple, parce qu'il était là avant même l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, non? Je ne me répète aucun. Aucun. Je suis bien clair.
aucun n'a un rapport de légitimité politique ni historique avec le parti. Aucun. Donc, ils ont occupé et ils continuent à occuper des responsabilités imminentes dans le parti, mais constatons qu'aucun n'en est produit. Et c'est probablement d'autres circonstances oui, qui les ont amenés à s'osmoser avec le parti. on vous Mais prête aucun le n'en est produit. néologisme, oui, Aucun n'en est produit. Donc, revenons à la raison. Arrêtons. oui. Parce que tel a eu une position administrative d'un niveau X, que forcément il est grand responsable du parti. Les deux ne sont pas liés. La position administrative ne confère pas une responsabilité politique. La responsabilité politique, elle se conquiert à la base, ce qu'on a à l'intérieur du parti. Pas parce qu'un décret m'a mis dans telle ou telle position administrative. On en use souvent pour s'imposer. Mais si jamais d'osmose réelle fondamentalement, et les circonstances nous conduiront à avoir l'attestation de cette réalité-là, y compris au sein de notre propre parti. Que leur reprocherait-on? Est-ce que le Rien président particulièrement a quelque chose à ma leur connaissance. reprocher en les À enlevant du gouvernement? À ma connaissance, rien. Simplement, c'est des circonstances politiques qui dictent la constitution de leviers d'intervention. Le gouvernement en est un. Donc, probablement, les circonstances qu'ils ont devant nous et ce qu'elles exigent ont appris du président de réajuster son équipe gouvernementale. Il a pensé que c'est ce qu'il a mis dans le gouvernement qui était plus adapté à ce qu'il attend du nouveau gouvernement que ce qui était antérieurement. Sans plus, d'autres ont subi la même situation et l'ont géré avec beaucoup de responsabilités, y compris ceux qui viennent de quitter le gouvernement. Actuellement, ils sont en train de le gérer avec beaucoup de retenue et beaucoup de responsabilités. Et je salue cela. À côté du gouvernement, il y a le Conseil économique, social et environnemental qui avait à sa tête Aminata Touré. Est-ce que son départ serait lié à un fait de gestion? À ma connaissance, non. Quand on parle de bombe, cela n'existerait pas. Il faudrait certainement, probablement demander à ceux qui en parlent. Moi, je n'en parle pas. Donc, je serais incapable de certifier si bombe existe ou bombe n'existe pas. Pour ce que j'en sais, c'est un réaménagement du dispositif politique propre du président de la République qui a abouti au départ de Mme Aminata Touré, sœur et amie, du reste, que j'apprécie beaucoup, avec laquelle j'entretiens des relations d'amitié depuis 72, 73. Donc, c'est pas avec le président Macky Sall qu'on a commencé à nous fréquenter, mais les circonstances ont amené certainement son déplacement. Probablement, d'autres choses peuvent être envisagées dans l'avenir pour elle. Et qu'un dispositif politique nouveau a été installé qui correspond aux besoins et aux exigences du moment. Elle pourrait être nommée ailleurs? Seul le président a la réponse. Je le souhaite vivement en ce qui me concerne. Vous le souhaitez? Tout à fait. Sauf qu'elle n'a pas jugé utile, pendant son départ, de remercier le chef de l'État. Elle ne s'est pas déplacée lors de la dernière réunion de la direction de votre parti. Y a-t-il un cas Aminata Touré aujourd'hui au sein de la République? Il y a un cas Sénégal. Il n'y a pas de cas Aminata Touré. Et s'est absentée comme d'autres se sont absentés. Et ce n'est pas la première fois qu'elle s'absente. Elle a eu certainement des raisons objectives qui justifient qu'elle n'ait pas pu se présenter à la réunion, comme ça peut arriver à chacun d'entre nous. Donc, de mon point de vue, vraiment, il n'y a rien de particulier qui justifie qu'on spécule sur la présence ou non de Mme Aminata Touré. C'est chose courante de s'absenter à une réunion. Il n'y a pas un délit de s'absenter à une réunion de direction du parti. Maintenant, les remerciements, vous savez, il y a ce qui est public et ce qui est privé. Moi, je vous garantis que Mme Aminata Touré a eu à s'adresser au président en le remerciant de l'honneur qui lui a été fait de l'avoir mis à la tête du Conseil économique, social et environnemental pendant 18 ou 20 mois. Pendant son départ? Avant son départ, oui. Elle a eu un entretien avec le président, et je le certifie, oui. Où elle l'a remercié de l'avoir mis là où elle était. Donc elle a été informée de son départ? Ah oui, le président a eu la courtoisie. Le président est un homme quand même assez courtois et qui prend quand même la peine de s'adresser à ses responsables s'il estime devoir les déplacer d'une position vers une autre. Et il l'a fait avec Mme Aminata Touré. Jury du dimanche, iRadio ITV avec Mahmoud Saleh, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République du Sénégal. On reviendra sur les questions politiques, mais parlons pour le moment
du budget 2021, 4 589,15 milliards pour être précis de francs CFA, plus de 86 milliards en autorisation d'engagement et 68,6 milliards en crédit de paiement pour la présidence de la République, une baisse enregistrée par rapport à 2020, mais parallèlement, les budgets de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental ont augmenté tant en autorisation d'engagement qu'en crédit de paiement, si la loi de finances est bien entendu adoptée par l'Assemblée qui est en train de l'examiner. Ces hausses sont-elles judicieuses dans un contexte que vous rappeliez tout à l'heure, crise économique liée à la Covid-19, immigration clandestine et chômage des jeunes? Oui, vous savez, d'abord, j'ai fait une précision. Moi, je n'ai pas d'expertise avérée en matière de budget. Oui, mais vous êtes quand même directeur de cabinet du président de la République. Donc, j'ai une lecture tout à fait générale du budget. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais ce que je trouve cohérent dans le budget actuel, c'est le fait de vouloir doter le pays de leviers additionnels pour pouvoir agir sur les conséquences Covid, sur l'immigration, sur l'emploi jeune. Donc, ce qui justifie les augmentations budgétaires, d'une part, d'autre part, l'accroissement des missions confiées à certaines institutions. L'Assemblée nationale, depuis 2016, a mission de contrôle des politiques publiques. Oui, mais en quoi l'augmentation du budget de l'Assemblée, du Conseil économique et du Haut Conseil des collectivités territoriales peut-elle avoir un impact sur le chômage des jeunes, sur l'immigration clandestine? Non, est-ce que ces augmentations sont judicieuses? L'impact ne peut pas se mesurer de façon abstraite et artificielle. L'impact, c'est pas on tire du budget du Haut Conseil de quoi financer l'emploi, on tire du budget du Conseil économique social de quoi financer l'emploi, mais c'est des organes qui réfléchissent et qui formulent des perspectives ayant pour objectif de solutionner les problèmes auxquels le pays est confronté. La question de l'emploi jeune, c'est une question cruciale, importante, à laquelle le pays est confronté. La question de la conséquence de cette question de l'emploi sur l'immigration jeune, qu'il faudrait d'ailleurs lier avec la Covid. Pas seulement que c'est pas seulement de façon spécifique la question de l'emploi qui est à la base de l'immigration, parce qu'on se rend compte que des gens qui sont dans des situations aisées relativement, qui travaillent, qui laissent leur travail pour aller s'embarquer dans les pirogues, on en connaît. Il n'y a pas tous quand même. Des gens qui investissent, qui mettent autant que ce qu'il faut pour investir dans une affaire qui pourrait être rentable. Ils préfèrent aller payer le passage pour aller en Europe. Donc, ce n'est pas fondamentalement lié spécifiquement à la question de l'emploi. Il y a probablement d'autres facteurs qui justifient cette situation-là. Et là, j'interpelle nos parents sociologues, dont moi-même, je suis quelque part sociologue, moi aussi. Donc, parce que j'ai maîtrise de sociologie, entre parenthèses, de l'université de Nanterre. Donc, voilà. Par parenthèse, vous êtes bien à votre poste de directeur de cabinet. Ça, c'est vraiment secondaire. Quand on parle de fonctionnaire de la hiérarchie A1, vous remplissez les conditions. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Je crois que moi, je laisse les gens extrapoler sur les députés, sur les diplômes. S'il y a un lien ou un corrélé entre le diplôme et la responsabilité politique et administrative, ça engage que. Moi, j'ai un parcours politique qui me prédispose certainement à cette fonction, et le président de la République, j'estime, est suffisamment outillé pour que ses choix puissent être motivés. Donc, je m'en remets à sa sagesse et à son intelligence des faits. Vous remplissez les critères. La question n'est pas, c'est pas à moi de juger si je remplis les critères ou pas. Ce sur quoi je suis jugé, c'est sur mes résultats. C'est sur mes résultats que je le serai, et laissons le temps au temps. Il est encore tôt pour évaluer si je réussis ma mission ou pas, parce que je viens juste de l'entamer. Prions Dieu que je puisse réussir et ne pas décevoir le président qui m'a mis dans cette position. Et quelle réponse servez-vous aujourd'hui? Donc, la question du budget, c'est ça. Donc, il y a un accroissement des moyens d'intervention de certaines institutions parce que les pouvoirs qui leur ont été conférés ont été augmentés. Vous avez récemment assisté à la remise du rapport de l'Assemblée nationale sur les inondations. Au moment de la confection du budget de 2020, on ne pouvait pas imaginer que l'hivernage aurait créé tout cet dégât-là. Et donc, quelque part, c'est
c'est une dépense probablement non prévue dans le budget de l'Assemblée nationale. À l'époque, on faisait le budget de 2020. Et pourtant, ils ont fait le tour de 14 régions du Sénégal. 14 régions du Sénégal, je suis dans des délégations parlementaires. J'imagine que la raison peut accepter qu'il y ait quelque part des moyens financiers qui puissent accompagner ce genre d'initiative-là. Donc, et le pays est dans une situation de contorsion qui résulte un peu de facteurs endogènes, exogènes, dont on n'a pas souvent la maîtrise. Donc, anticiper sur ce qui n'est pas encore arrivé, c'est ça la fonction d'un gouvernement, c'est ça la fonction du président de la République, et sa force, sa capacité prospective. Mahmoud Saleh, directeur de cabinet du président de la République, avec rang de ministre d'État et l'invité du jury du dimanche, restons sur le budget. L'encours de la dette publique est projeté à 9 176 milliards de francs CFA en 2020, contre 8 231 milliards en 2019, soit 64% du PIB, alors que la norme UEMOA fixe un plafond de 70%. Le Sénégal n'est pas loin de la ligne rouge. Comment on peut justifier le montant d'un tel endettement alors qu'on réclame par la même occasion l'annulation ou le report de la dette publique africaine? Oui, mais ce niveau atteint dans l'endettement du Sénégal n'est pas une nouveauté. C'est le cumul des engagements financiers extérieurs du Sénégal depuis Diouf, depuis 5 mois, dois-je dire d'ailleurs. Et la dernière fois que j'ai échangé avec le directeur du budget, mon jeune frère Moussa Faba, il me disait que 30% du service de la dette actuellement consenti par le Sénégal servait à payer des dettes antérieures à l'avènement du président. Oui, mais le Sénégal avait bénéficié quand même d'une annulation de dette, d'un effacement de sa, oui, mais il n'y a pas de sa dette. Oui. Il n'y a pas de rapport. Oui, aujourd'hui, on est à 64%. Les annulations qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui, c'est des annulations partielles. C'est souvent les dettes multilatérales publiques qui représentent un pourcentage peu significatif de l'endettement global. Si aujourd'hui, ce qu'on réclame comme l'annulation de la dette publique extérieure, c'est la dette publique extérieure bilatérale. C'est quoi? C'est même pas 20% de l'endettement global. Donc, c'est un épiphénomène. Donc, il faut quand même se rendre compte à l'évidence. Et que souvent, les annulations prennent la forme ces remises de dette, c'est des réinvestissements dans les secteurs sociaux. C'est pour ça qu'ils sont revendiqués. Et la tendance actuelle est à l'acceptation du principe d'annulation de la dette extérieure publique. Donc la dette privée n'est pas concernée par la formulation de la demande d'annulation. Oui, mais seule la dette publique est concernée. Comment justifier aussi en même temps qu'on demande cette annulation, qu'on augmente encore l'endettement? Le niveau d'endettement atteint au Sénégal est largement justifié par le volume d'investissement public réalisé depuis que le président Macky Sall est à la tête du Sénégal. Avec quel impact? Mais quel impact? L'impact est visible. Les gens circulent plus aisément. Les villes sont reliées entre elles, la fluidité du commerce et de la circulation des biens et des personnes est devenue plus efficiente. Hein? L'essentiel de l'ossature qu'il faut à un pays qui aborde la phase d'émergence est actuellement disponible, mais ça, c'est ce que l'endettement du Sénégal a servi à financer. Oui, mais sauf que cette logique du tout infrastructure avec ces infrastructures routières, si vous permettez, ces infrastructures routières jusqu'au TER dans le domaine ferroviaire semblent avoir montré leurs limites puisque la pauvreté, elle est là. Les jeunes prennent des pirogues au péril de leur vie. Est-ce qu'il ne faut pas revoir justement cette politique? Non, la question n'est pas là. La question, je pense que la formulation n'est pas la meilleure. Parce que la prise en charge des préoccupations sociales devrait être corrélée avec la prise en charge des préoccupations d'ordre infrastructurel, matériel. Parce que les deux vont de pair. Tu ne peux pas manger et vivre à l'heure des temps anciens. Il faut manger et vivre dans les temps modernes. Donc les deux sont reliés entre eux. Et il faut quand même observer. La santé, l'éducation, c'est quand même de fortes attentes qui sont là aujourd'hui. Je sais, Mamadou. Je sais. Il faut observer que les politiques à caractère social
que développe le président Macky Sall depuis que la tête du pays est une innovation dont s'inspire le monde actuellement. Ah oui. Le continent africain s'inspire de nos pays de filets sociaux. La CMU, la bourse familiale, la généralisation des plans Sésame, la généralisation de la gratuité de l'accouchement, hein, de la dialyse. Autant de filets sociaux qui aussi coûtent des ressources. Ce n'est pas de la gratuité pour la gratuité. Et ces gratuités-là sont financées par le budget national. Jusqu'à présent, l'apport extérieur est insignifiant par rapport au financement des filets sociaux. Donc, je crois que ça aussi, il faut le tenir compte. C'est vrai que c'est insuffisant. Il y a une démographie galopante, il y a une urbanisation qui résulte un peu des crises successives que le monde rural a connues, qui est en train de se rattraper, de se redresser avec l'hivernage qu'on a connu. Prions Dieu que ce qui est envisagé comme perspective de récolte puisse se réaliser. Il y a un soulagement, objectivement, qui va soulager les villes, si effectivement les prévisions de récolte s'avèrent vérifiées. Donc je crois qu'il y a des perspectives nouvelles qui s'offrent au pays et qui peuvent nous permettre d'être optimistes par rapport à l'avenir immédiat. Oui, y compris la question de l'activité jeune. Et vous verrez dans le PAP de ça qu'avec la souveraineté alimentaire qui est liée à des initiatives d'industrialisation par substitution d'importation qui sont à la portée du Sénégalais, qui sont à la portée des entrepreneurs, des opérateurs sénégalais. Transformer ce qu'on produit dans le monde agricole, mais c'est à notre portée et c'est une des priorités du programme d'ajustement, du PAP 2 accéléré, comme on dit. Donc je crois qu'à ce niveau-là, on peut être certain que tout se passe comme c'est prévu, puis il va y avoir un soulagement sous peu. Il faut quand même relever, parlant de la capacité de financement du Sénégal, de son budget, que le déficit est quand même toujours autour de 6%. Il faut le relever. Il faut également relever ce recours à l'endettement qui est là. C'est un instrument de politique économique et sociale. Si ne revenons pas au vieux débat entre économistes. Le budget, le rôle du budget dans les politiques économiques et financières. C'est un instrument, on en recourt si les circonstances l'imposent. C'est le cas actuellement, on ne peut pas ne pas avoir recours à ce taux de déficit. C'est absolument justifié par les circonstances du moment. Vous irez jusqu'au plafond de 70% s'il le faut. Pour le moment, l'État sénégalais a décidé de ne pas s'engager dans un endettement autre que celui des PPP, des partenaires publics-privés, qui ne nécessitent pas une couverture de garantie sous quelque forme que ce soit de la part de l'État. Donc, l'État a l'envisagement de progresser jusque-là. Maintenant, les circonstances qui sont devant nous peuvent justifier probablement un recours à cet endettement. Ce n'est encore pas le moment de savoir ce qui se passe devant nous parce qu'on n'en est pas encore là. Question institutionnelle, l'exécutif face au pouvoir législatif et judiciaire, des députés n'ont pas manqué de dire que le gouvernement snob l'Assemblée nationale. On sait aussi qu'il y a eu une réforme avec la suppression du poste de Premier ministre, le président qui n'a plus la capacité de dissoudre l'Assemblée, mais la motion de censure a également disparu. Des critiques ne manquent pas non plus concernant la justice, avec l'Union des magistrats du Sénégal qui pense que le fait de vouloir juger le juge Souleymane Teliko est contraire à l'indépendance de la magistrature et de la justice. Alors, est-ce qu'on n'assisterait pas aujourd'hui à un hyper-présidentialisme avec un président qui domine presque toutes les institutions et plus fort que jamais? En principe, cette question est tranchée par la nature de nos institutions. Parce que nos institutions sont de nature présidentielle, où la politique de la nation est définie par le président de la République qui concentre à lui les pouvoirs essentiels que confère la Constitution. Pas la peine de revenir dans le détail. Oui, ça on le savait déjà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un hyper-présidentialisme? Parce qu'il y a hyper-présidentialisme si le gouvernement est dessaisi. Il y a hyper-présidentialisme si l'Assemblée nationale est dessaisie. Ce n'est pas le cas. Le fait qu'il n'y ait plus de Premier ministre ne signifie pas que le gouvernement soit dessaisi de quoi que ce soit. Au contraire, dans la situation de gouvernement sans Premier ministre, les ministres ont vu leurs responsabilités renforcées. Et ils exécutent même leur budget maintenant eux-mêmes.
Donc ils ne sont plus soumis à un visa du Premier ministre ou à une demande formulée en direction du ministre des Finances et du Budget qui les autorise. Non. Maintenant, c'est eux-mêmes qui exécutent le budget. Donc ça veut dire que la responsabilisation est accrue et c'est accentué dans une situation où il n'y a pas de Premier ministre. Donc on ne peut pas dire que le mouvement, c'est du gouvernement vers le président. Maintenant, c'est le mouvement du président vers le gouvernement. Qu'on observe pour l'Assemblée, qui dit que le gouvernement le snob? Qui dit ça? Des députés, là. C'est des députés, c'est vrai qu'ils ont le droit d'apprécier le rapport de l'Assemblée au gouvernement. C'est des députés, ils en ont parfaitement le droit. Mais je ne vois pas en quoi on puisse affirmer que le gouvernement snob l'Assemblée. Le gouvernement actuellement est devant l'Assemblée nationale pour justifier son budget. C'est le moment le plus important de la vie démocratique du pays, où il y a échange sur les orientations stratégiques du pays, ce qu'il faut faire, comment le faire et avec quoi le faire. Il n'y a pas de moment plus privilégié qu'actuellement. Maintenant, c'est vrai que le gouvernement quand même est obligé d'assumer ses responsabilités pour lesquelles il est investi gouvernement. Et que le député fasse une question écrite. Pourquoi vous avez égratigné Mamadou Ibra Kane? Donc il faut venir devant l'Assemblée nationale me dire pourquoi vous avez giflé Samba, pourquoi vous n'avez pas été présenté vos amitiés à Demba. Ça, quand même, c'est pas le rôle du Est-ce qu'on peut nier aujourd'hui que le président de la République surclasse toutes les autres institutions? Mais c'est tout à fait normal que le président de la République surclasse toutes les autres institutions. Parce que c'est le président de la République et c'est la Constitution qui lui confère ces prérogatives-là. Oui, donc, c'est pas une création c'est cela qui peut donner le sentiment d'un hyper-présidentialisme. Est-ce qu'il ne faut pas aller dans le sens d'une réforme, d'un rééquilibrage? L'Assemblée nationale a la possibilité d'exercer un contrôle sur les politiques publiques, oui ou non? Pas de motion de censure en tout cas. Cela mais pas de motion de censure. Pour autant, mettre en péril le gouvernement est chose aisée pour l'Assemblée si aujourd'hui la majorité se retrouvait face au président de la République, ce qui n'est pas le cas. Blocage institutionnel, mais il y a bien un moyen constitutionnel de débloquer si une situation de blocage institutionnel advenait dans le pays. Prions Dieu pour que ça ne soit pas le cas. Mais convenons que la concordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire fait que le pays est émancipé de ce type de situation. Maintenant, pour autant, là, il y a renforcement par le référendum de 2016 des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Maintenant, à l'Assemblée nationale de jouir des prérogatives de la Constitution. Oui, des pouvoirs renforcés au référendum de 2016. Pardon, excusez-moi quand même que je termine. Mais il y a eu, entre-temps, une autre réforme en saisissant directement l'Assemblée nationale. Suppression du poste de Premier ministre, disparition de la motion de censure. Oui, mais le poste de Premier ministre dans le régime parlementaire est une commodité institutionnelle. Le Premier ministre dans un régime gouvernemental n'est pas une institution. C'est un gadget. Non, pas un gadget, c'est une commodité de gouvernance. Pas un gadget. Ce ne serait pas poli de dire ça. C'est une convenance, une commodité de gouvernance. Dans le régime présidentiel, c'est le gouvernement qui est une institution, mais le Premier ministre n'est pas une institution. Le Premier ministre est le premier des ministres dans un régime présidentiel. Donc, arrêtons de donner une importance que la fonction de Premier ministre n'a pas dans notre dispositif institutionnel. Convenons qu'aujourd'hui, ce qu'on observe de façon factuelle et objective, c'est un transfert de responsabilité de la présidence de la République vers le gouvernement. Donc une déconcentration et une décentralisation des pouvoirs. Réduire l'opposition à sa plus simple expression. Qui dit ça? Qui dit ça? Une simple boutade. Qui dit ça? Ou un projet politique à prendre au sérieux. Qui dit ça? Des propos prêtés au président de la République. Non, ça, le président, quand même, vu sa responsabilité, ne peut pas tenir de tels propos. Il n'a jamais dit ça? Non, ça c'est des mauvais intentionnés qui prêtent à vous, président, des propos similaires. Le niveau de responsabilité. Ce n'est pas le projet aujourd'hui avec ses retrouvailles avec Idrissa Seck? Non, c'est-à-dire que c'est une dynamique politique. C'est-à-dire qu'on ne proclame pas. Pourquoi proclamer, écraser l'opposition? L'opposition a une fonction politique qu'on lui reconnaît. Et on est en train de travailler sur son statut du reste et du statut de son chef. Donc, de fait, ce n'est pas nous qui lions l'existence de l'opposition. Celui qui devait être le chef, il l'a dit publiquement, il a rallié le camp présidentiel. Mais ça, le projet est toujours d'actualité. Mais c'est dans les débats, c'est dans le débat du dialogue politique, c'est dans le débat du dialogue national.
on trouvera la formulation qu'il faut de façon à habiller ce projet d'instauration d'une opposition formelle, encadrée, institutionnalisée. Par voie parlementaire ou le critère de l'élection présidentielle? Nous, on opte pour le critère de l'élection présidentielle. Autrement dit, aujourd'hui, Idriss Seck parti, Ousmane Sonko pourrait Même être si le chef de Idriss Seck n'était l'opposition. pas parti du point de vue de la loi, elle n'est pas rétroactive. Même si la question avait été tranchée actuellement, Idriss Seck ne le deviendrait pas. Il attendrait la prochaine élection présidentielle pour le devenir. Ce n'est pas ce qu'il a dit, ce n'est pas dans son entendement, on l'a entendu publiquement. Dire que le président a dit, au lieu d'être chef de l'opposition, venez plutôt travailler avec moi. Vous lui demanderez, quand vous aurez l'occasion de le rencontrer, d'être plus précis. Mais dans mon entendement, une loi n'est pas rétroactive. C'est seulement pour la présidentielle à Je venir. Je suppose que si la loi était adoptée aujourd'hui, elle serait appliquée après les prochaines élections présidentielles. C'est ma compréhension d'une loi. Ousmane Sonko, aujourd'hui, selon vous, ne peut pas être chef de l'opposition. Si on applique la logique, Idriss Seck est en parti, il reste celui qui est arrivé 3e lors de la dernière présidentielle. La cohérence de mes propos m'interdise de statuer sur ça parce que j'estime que même si la loi a été adoptée, ça serait applicable après les élections présidentielles 2024. Prions Dieu pour y assister sain et sauf et que le pays soit en état de choisir un président comme il le souhaite. Est-ce vrai que vous êtes dans une logique de retrouvailles de la famille libérale avec ou sans Wade, père et fils? Vous savez, il y a un peu de recomposition politique née depuis 1998 du reste, pas spécifique à l'avènement du président Macky Sall à la tête du pays, il l'a accentué. Et reconnaissons quand même, parce que souvent on fait l'économie des vraies réalités, parce que ce que le président Macky Sall a réussi, ce n'est pas unifier la famille libérale seulement, c'est unifier la classe politique dans son ensemble. Social-démocratie, socialiste, communiste, oui. Trotskiste. Oui, comme vous. Comme moi. Et Aminata Touré. Je ne suis pas responsable du trotskisme d'Aminata Touré, je suis responsable du mien. Oui, très bien. Donc, il est parvenu quand même à constituer un bloc politique aussi divers. Donc, ce n'est pas seulement qu'il est parvenu à amorcer un processus de réunification de la famille libérale, il est aussi parvenu à amorcer un processus de rééducation de toutes les familles politiques. Je lui disais hier au président, que les conditions objectives pour la constitution de trois blocs politiques forts au Sénégal existent par ce que vous avez fait. C'est-à-dire? La social-démocratie est réunifiée au sein du Benno. La gauche communiste est réunifiée au sein du Benno. La famille libérale, socialo ou non, est réunie au sein de Benno Bokk Yakaar et dans la famille de la majorité présidentielle élargie aujourd'hui. Il faut travailler à leur formalisation et déblayer le terrain pour que la recomposition puisse suivre son cours et arriver à son terme. Une logique d'isolement de ce qui reste de l'opposition? Ça, c'est ce qui résulte des dynamiques politiques. Chacun en tirera les conséquences. C'est ça le projet. Seul Dieu peut répondre à cette question. Oui. La famille libérale, est-ce que sa réunification peut se faire sans Wade, Abdoulaye Wade, Karim Wade? La réunification de la famille politique est impersonnelle. Ça ne se situe pas autour des personnes. Oui, c'est quand même des acteurs politiques. Ne situe, servez pas cette réponse. Ça se situe autour d'idéaux. Oui. Incarnés par des personnes probablement. Est-ce que des retrouvailles avec... Aujourd'hui, rien n'interdit d'envisager que l'idéal social libéral puisse être porté par cette génération qu'on voit émerger de ça et là. Oui, le président Macky Sall avait promis de rendre visite au président Abdoulaye Wade il y a 1 an. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Le président Macky Sall est en contact permanent avec le président Abdoulaye Wade. Ah bon? Tout à fait. Comment? Par des mécanismes qui leur sont propres. Est-ce que vous vous rendez compte de vos fréquentations personnelles? Il est parti le voir déjà? À un certain moment, oui. Mais tu sais, il y a cette... Oui, non, après leur rencontre de l'année dernière au palais, le président Macky Sall est parti rendre visite au président Abdoulaye Wade. Je crois savoir qu'il y a eu un contact, mais je ne peux pas indiquer la forme. Le contact est toujours là entre les deux hommes. Toujours là. Est-ce que cette réunification de la famille libérale peut concerner aussi Abdoulaye Wade? Pourquoi pas? Vous y travaillez?
comme toutes les retrouvailles politiques. Parlons des dynamiques à l'intérieur de votre parti au lendemain de ces changements au niveau du gouvernement. Un collectif dit des militants authentiques a fait une déclaration en disant que le Yakar auquel tient tant le président Macky Sall, c'est-à-dire espoir, est en train de se transformer en désespoir. Vous répondez quoi? Toutes les semaines, on assiste à l'irruption d'un groupe qui se réclame militant authentique du parti et qui dit la même chose. Toutes les semaines. Avant-hier, il y a eu une déclaration. Il y a 3 mois, c'était Dekalngor à partir de Kébémer. Il y a 1 mois et demi, c'était les authentiques de Pikine. Donc, c'est un phénomène naturel, normal. Une dynamique politique interne entre partis, c'est une réalité. Mais pour autant, il faut quand même comprendre que notre parti est particulier. Notre parti a l'avantage de n'avoir pas connu les mêmes processus de constitution de parti traditionnellement connus dans le pays. Ici, le parti n'a pas été proclamé. On n'a pas dit, on crée un parti, après on va lui donner un contenu. Ici, le contenu a précédé la proclamation du parti. Souvenez-vous, de 2009, l'Alliance pour la République n'existait pas. Il y avait des Kalgor qui allaient au local, en alliance entre NP, Modèle, UNP de mémoire et l'Alliance pour la République. Et nous avons eu 81 collectivités territoriales avec plus de 150 000 voix sur la bannière de Dekalngor. Et je termine, Oui. non comptabiliser ce qui résulte de la campagne propre du président Macky Sall dans le cadre de Benoît. D'accord, cette alerte... dont Dakar, dont Fatick et autres. Oui, parce que le temps est terminé. La base humaine du parti a précédé sa proclamation. Cette alerte... Donc, pour moi, il y a une alliance pour la République virtuelle, il y a une alliance pour la République réelle. Moi, je préfère me prononcer donc sur ces militants l'alliance pour la République authentiques... réelle que de me prononcer sur du virtuel. Ces militants dits authentiques sont virtuels. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je préfère me prononcer sur ce qui fait vivre le parti. Très bien. Ces vibrations intenses, internes, que de me prononcer sur de l'artificiel et du superficiel. Les 30 guerriers du président, c'est comme cela que la presse nomme des ministres, des directeurs généraux et parlementaires qui se seraient constitués et qui auraient votre bénédiction, vous, en tant que directeur de cabinet. La presse abuse malheureusement l'opinion. Est-ce que ce groupe composé de ministres, de DG, de parlementaires existe? Pour me faciliter la tâche, nous gérons une transition. La transition est donnée par le fait que des jeunes ont été à la COJER. Il y a de grands responsables du parti. C'est des jeunes adultes, mais qui ont dépassé l'âge de la COJER. Qui n'avaient pas, à l'époque, l'habitude de l'militantisme local. Qui ne sont pas intégrés dans les structures dites d'adultes comme la CCR et autres. Donc, cette masse de jeunes qui a besoin de s'exprimer, de porter le combat du parti, de le défendre pour le pérenniser. Parce que le parti de demain, c'est eux. Ils ont pris la responsabilité de se constituer en task force et prendre en charge le débat public. Avec vous derrière, c'est ce qu'on... J'ai accompagné une initiative de nos jeunes adultes de façon à ce que les obligations de prise en charge de la défense du parti et de son avenir et de la promotion des politiques du président de la République soient assumées. Et cette démarche... Et j'accompagnerai toute initiative, d'où qu'elle vienne, allant dans ce sens. On a compris. Cette démarche est bénie par le président Macky Sall. Cette balance est une nécessité politique du moment parce que nous voulons que notre politique soit portée, nous voulons que notre parti soit défendu et nous voulons sa pérennité pour l'avenir. Son chef de cabinet, Mame Mbaye Niang, se démarque de cette démarche. Ça, vous lui demanderez pourquoi quand vous le verrez. Très bien. Alors, on va terminer parce que je ne peux pas ne pas relayer les questions des auditeurs qui ont réagi sur la page Facebook de l'émission, parlant de Idrissa Seck et de vos relations. Kingo Sarr, le monsieur théoricien de coup d'État rampant et debout qu'il est, peut-il nous parler de ses relations avec Idrissa Seck? Bébé Ndiaye, l'entrée de monsieur Seck dans le giron présidentiel n'est-elle pas un coup d'État rampant? Ibrahima Fall, je voudrais lui poser la question de savoir si l'arrivée de Idrissa Seck dans la mouvance présidentielle ne sonne pas le coup d'État sous les pieds après avoir été rampant et debout. Vous répondez quoi à ces compatriotes? On est très éloigné des contextes de l'époque qui avaient motivé
cette caractérisation. Ça, c'est 2002. On est en 2021. Les situations ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé. Oui. Oui. Maintenant, mes relations personnelles avec Idrissa Seck sont excellentes. Oui. Elles ne sont pas excellentes que maintenant, comme qu'à partir de maintenant, non. Elles ont été excellentes depuis 2004. Oubliez les coups d'État. C'est derrière nous, complètement. Nous apprenons au moment de l'enregistrement de cette émission le décès de Madieng Kharidien, ancien ministre de l'Intérieur. Je vous l'apprends aussi. C'est un oncle à moi, Logotois d'origine que je suis, Logotois d'origine qu'il est. Il nous a accompagnés un moment dans notre jeunesse parce qu'il était très lié à un père à nous qui nous a éduqués à la SICAP Liberté 3. Paix à son âme, Madieng Kharidien. Merci, Mahmoud Saleh, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République Macky Sall, était l'invité de ce jury du dimanche iRadio ITV. À la technique, Babacar Ndiaye et tous les autres techniciens qui ont participé à la réalisation de cette émission. Photo Pape Doudou Diallo, texte pour le compte du site immédiat Babacar Fall, réseaux sociaux Biram Pouy Mamoudou Diagne. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.